Vous aussi, ça vous fait ce sentiment très étrange d'être extrêmement heureux, mais aussi extrêmement triste, et le tout à la fois? Ouais. Bienvenue en Formule 1. Salut tout le monde, bienvenue dans le Fast 5, 5 réactions sur le Grand Prix de Sakhir 2020, c'est parti. Et la première réaction, forcément, elle concerne la victoire de Sergio Pérez, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que ça me fait plaisir, je suis vraiment super heureux pour ce pilote. Il mérite de fou au moins une victoire depuis quelques années maintenant, hein. Franchement quelques années parce que il nous sort quand même de très très belles courses. Sa course, parlons-en mesdames, messieurs, elle est incroyable. Il se fait rentrer dedans au 4e virage du premier tour, il se fait sortir, il se fait mettre à l'envers, faut qu'il repasse au stand, safety car, machin, il repart dernier, il finit premier. La remontada dans tous les sens, machin, etc. Déjà, je me disais s'il fait podium parce qu'il est remonté à la P3 à la régulière sans toutes les safety cars, etc. Donc P3 à la régulière avec les Mercedes loin devant. Déjà, rien que de faire ça, c'est extrêmement fort. Donc bravo Sergio Pérez. Et puis surtout à la fin, une fois qu'il y a eu la dernière safety car, il s'est échappé. Mais on le voyait plus, c'était terminé. Il s'est échappé, il était intouchable, le gars. Intouchable, donc vraiment parfait. Bon, alors forcément, il a été bien aidé par une safety car, hein, et un cafouillage chez Mercedes pour obtenir cette victoire. Fallait être encore une fois bien placé comme d'habitude. J'aimais beaucoup, moi, Pérez sur le début de sa carrière, 2011, 2012, etc. Vraiment, je l'aimais beaucoup. Beaucoup d'agressivité, pas mal d'attaques. Très sanguin, un peu à l'image d'un Juan Pablo Montoya, donc moi j'aime bien ce genre de pilote aussi. Forcément j'étais un petit peu moins fan de lui quand il était chez Force India avec Esteban Ocon en 2017-2018. C'est le côté chauvin qui ressort, voilà, merci à tous, bonne nuit. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, j'aime beaucoup ce pilote qui est Sergio Pérez. De temps en temps, il y a quelques petites radios de mauvaise foi, mais ça c'est normal. Petite anecdote, c'est la première victoire de Racing Point, ou en tout cas de cette écurie plutôt, depuis Interlagos 2003 avec Giancarlo Fisichella, si je ne dis pas de bêtises. Donc bravo, ça fait un petit moment, hein, parce que Jordan, après c'est devenu Midland en 2006, Spiker en 2007, 2008 ça a été Force India jusqu'à 2018, où aujourd'hui c'est Racing Point et demain ce sera Aston Martin, et Dieu seul sait qu'il y a du potentiel dans cette écurie et ça fait vraiment plaisir. Moi la vraie question maintenant c'est comment et pourquoi Sergio Pérez n'a pas de baquet pour 2021 pour le moment. Ça c'est quelque chose que je ne comprends pas au vu des courses qu'il nous a fait cette année. Elles sont d'une somptuosité incroyable. Sa saison 2020, c'est l'une des plus belles saisons qu'on a vues depuis très très longtemps. 2 grands prix loupés à cause du Covid, faut s'en remettre, machin. Il a marqué des points à chaque course, sauf la semaine dernière quand il a abandonné sur problème mécanique. Il a fait un podium ou 2 podiums, il me semble, et il devait en faire plus parce que l'écurie, stratégiquement parlant, c'était compliqué. Donc là, la win, franchement, s'il est pas pris par Red Bull, c'est dur quand même. Là, c'est un peu dur. Donc, allez hop, un petit coup de pouce du destin et ça ira bien, évidemment, parce que on a besoin d'avoir un pilote comme lui sur la grille. On va pas se le cacher. Deuxième réaction, mesdames et messieurs, on va parler du deuxième de la course. Et oui, on va parler de celui qui vient de marquer son premier podium en Formule 1, à savoir Esteban Ocon. Très très belle course. Ça fait du bien. Ça, c'était nécessaire pour lui. Il a plus cette pression du podium. Maintenant que ça, c'est débloqué, c'est tant mieux pour lui. C'est nickel. La saison a été compliquée face à Daniel Ricciardo. On va pas se le cacher parce que Ricciardo, c'est un sacré client. Il y a eu de la progression. Lui revient de loin. Pareil. Donc, faut s'habituer à une nouvelle équipe, etc., etc. Donc franchement, ça a été très très bien géré de la part d'Esteban Ocon, qui n'a pas été verni non plus par les problèmes mécaniques en course qui l'ont fait abandonner à 4 reprises, il me semble. Il a eu 4 problèmes mécaniques qui l'ont fait abandonner cette saison, donc c'est énorme. Sur 17 courses, c'est énorme. Si on regarde sa course, forcément, on va retenir le dépassement, le bon dépassement qu'il fallait faire de toute façon pour Esteban. C'est l'extérieur enroulé sur Lance Stroll, justement au moment où ils ressortent des stands. Il est absolument somptueux, très très beau, les deux sont super potes, donc nickel. Il monte sur son premier podium avec son pote. La course elle a été bien gérée, le one-stop était une bonne stratégie, mais qui ne permettait pas, sauf s'il y avait un coup de pouce du destin. Sur le papier c'était pas dégueu. Fallait la faire fonctionner par contre, et ça c'était pas facile. Bon, donc du coup si on fait un petit point championnat, Racing Point est devant pour la 3e place, hein, des constructeurs évidemment. Derrière, à 10 points seulement de Racing Point, on a McLaren. Juste derrière, on a à 22 points de Racing Point Renault. Pour Renault, aller chercher la 3e place, ça va devenir compliqué parce que là du coup, il va falloir qu'ils marquent un maximum de points et qu'ils comptent aussi sur le fait que McLaren et Racing Point soient pas au top de leur forme à Abu Dhabi pour espérer récupérer cette place-là. On n'est jamais à l'abri de quelque chose. McLaren Racing Point, c'est sûr que ça va bien se battre pour cette 3e place, donc assez intéressant.
Ce qui me fait penser un petit peu à un Fernando Alonso qui voit qu'il y a 3 podiums cette saison, 2 de Ricciardo, 1 de Ocon. Je suis sûr dans sa tête, il est en train de se dire « Attends, je suis en train de me mettre la pression sur moi, je la mets pas sur les autres, moi je vais aller gagner. » Je suis sûr en 2021, alors il nous le dira jamais, mais je suis sûr que là il est en train de se dire « Moi je vais faire mieux que ces deux-là, je veux aller gagner ma première course depuis perpète là. » C'est sûr, en 2021 il va avoir envie de gagner, il le dira pas mais il aura envie. Sinon je pense qu'on ment, c'est pas possible autrement. Troisième réaction, celle-là va prendre un petit peu de temps puisqu'on va parler du cafouillage de Mercedes et leur double stack. Alors leur double stack c'est un double arrêt au stand, c'est-à-dire qu'on fait rentrer les deux voitures quasiment en même temps. Un arrêt ça dure, allez quoi, 3 secondes à changer les pneus. Donc il faut un bon 5 secondes de marge pour que tout se passe bien avec une petite marge de sécurité au cas où. Mercedes est passé maître dans l'art de savoir faire des doubles arrêts au stand comme on a vu. Sauf que là hier, non, il y a un petit grain dans la machine, tout est par terre, c'était le bordel absolu. Ça s'explique comment? Alors, on est sous régime de virtual safety car, la safety car rentre en action au moment où George Russell est à 2 doigts de louper l'entrée des stands. On lui dit box, 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 très bien, on va changer de stratégie, on lui met des médiums. Il repart et on se rend compte au final qu'on a mis les pneus avant, là c'est des médiums mais c'est ceux de Bottas. Les pneus arrière c'est ceux de Russell, pas de problème. Donc on a mélangé les pneus avant de Russell et de Bottas. On a mis des pneus avant de Bottas sur la voiture de Russell. Bottas il arrive derrière, il a rien demandé à personne le pauvre. Il se retrouve au stand, on lui met des médiums, ça va pas, on n'arrive pas, le pistolet à l'avant gauche qui fonctionne pas, le frein qui prend feu, machin, on n'arrive pas à lui mettre les médiums. Dans la radio on fait bon, allez hop, virez-moi les médiums, on lui remet les hards. Donc il repart avec ses vieux hards et on le laisse agoniser sur la fin de la course alors qu'il avait rien demandé à la base, le pauvre. Il faisait sa course, machin, tranquille, et pas du tout. Russell repasse au stand évidemment parce que s'il repasse pas au stand, il se fait disqualifier parce que c'est formellement interdit d'utiliser les pneus de vos collègues et compagnie. Non, ça se passe pas comme ça. Voilà, chacun a ses pneus, faut que ça se respecte comme ça. Donc on le fait rentrer, on lui met des médiums, il fait une remontada. Donc du coup ça a un petit peu cafouillé, 20 000 € d'amende et du coup ils se sont pris les pieds dans le tapis totalement, ce qui permet quand même d'avoir une très belle fin de course, surtout un très beau vainqueur, un très beau podium quand même, qui nous fait quand même bien plaisir. Alors, on va quand même essayer de tirer un enseignement de la course des Mercedes en règle générale, parce que c'est très intéressant, même avec la difficulté qu'ils ont rencontrée, même si le résultat à la clé est P8, P9, le plus intéressant c'est de voir que Russell, en termes de rythme face à Bottas, il est devant. C'est que il lui a mis 2 secondes tout de suite, sur les 2 relais qu'ils ont fait pleine balle, Russell est devant, Russell, quand il faut accélérer, il accélère, il fait pas d'erreur, machin. Bottas, il n'arrive pas à remonter. Il est à la place qu'il est d'habitude avec Lewis Hamilton. Donc ça, c'est un premier enseignement qui est vraiment très important. Deuxième enseignement, encore plus important, je trouve, c'est que Russell prouve qu'avec une Mercedes dans le trafic, on peut dépasser, faire des remontées, être agressif, faire des dépassements. Ce qui, à situation similaire, en tout cas, alors pas sur ce Grand Prix, mais à situation similaire sur d'autres Grands Prix depuis 5 ans, Valtteri Bottas est incapable de faire ce qu'a fait Russell justement. D'attaquer, d'aller chercher des dépassements. Le dépassement de Russell sur Stroll, il est d'une beauté incroyable. Le Stroll qui essaie de fermer la porte à l'intérieur pour protéger justement sa position à la bord du virage 1. Russell il y va pas, puis il retarde son freinage, puis ça passe. Bottas, j'ai l'impression qu'il est incapable de faire ça. Ça c'est le deuxième gros enseignement où je me dis effectivement, non, avec une Mercedes, c'est pas parce que t'es dans le trafic que tu n'arrives pas à dépasser. Et Bottas, on l'a vu trop rarement faire des Russell comme on a eu là ce week-end. Donc c'est là où ça commence à pêcher un petit peu. Forcément, le dépassement de Russell sur Bottas, pneu médium neuf contre pneu hard usé. Il y a l'avantage du pneumatique. Symboliquement parlant, c'est très fort et ça met un énorme coup dans la tronche de Bottas. Sainz, et c'est là où ça devient honteux et gênant, c'est que Sainz fait exactement la même chose quelques tours plus tard. S'offrir une Mercedes comme ça, c'est quand même... c'est vraiment gênant pour le coup. Là, c'est vraiment gênant. Là, ça va pas du tout. Donc, dans l'histoire, mine de rien, le Russell, il fait 2 remontées. Il mène toute la course pendant la première grande moitié de la course. Et derrière, il doit se taper 2 remontées. Donc, c'est vous dire la qualité du pilote. On a vraiment vu toute la qualité d'un George Russell au volant d'une Mercedes. Et c'est ça qui fait plaisir. On n'aurait peut-être pas autant apprécié la performance, même si c'est une P9 à l'arrivée. On n'aurait pas autant apprécié George Russell parce que là, il nous a montré tout ce dont il était capable. Bien mener la course, bien gérer son coéquipier. Quand ça lui arrive dans la tête et que on lui dit non, on a fait une erreur, machin, il revient. C'est pas grave, on fait une remontée. Il crève en roulant sur un bout d'aileron qui restait de Jack Aitken à la sortie du dernier virage. Crevaison lente, faut rentrer au stand. Là, il en pouvait plus.
mais il remonte, tac tac, et il se retrouve P9. Dans l'ensemble, en termes de combativité sur la piste, de pilotage, de ce que vous voulez, c'est vraiment parfait. Bottas, parlons de Bottas, mesdames et messieurs. Si je ne parle pas de lui, vous allez m'en vouloir, je vous connais. Bottas, j'ai dit pendant plusieurs Grands Prix, en milieu de saison, qu'il avait cette attitude de combattant, cette attitude de vouloir gagner, cette attitude d'être agressif, de, voilà, d'y aller, d'aller au front, tu vois. Et j'avais dit, c'est bien, il y a un step qui a été franchi, il est très important ce step, mais il faut l'emmener jusqu'à la fin de la saison au minimum pour bien construire sur 2021. C'est l'heure des comptes. Non, Valtteri Bottas n'a pas gardé ce momentum, comme on dit, cette attitude. Depuis, là, ça doit faire quoi, 2-3 courses, qu'il est plus dans la bonne attitude de vouloir gagner des courses, etc. Peut-être même 4 courses, je dirais. Il se fait marcher dessus. Il a plus aucune excuse. Il a zéro excuse. Valtteri Bottas, c'est terminé. Zéro excuse. On peut plus dire, ouais, mais regardez, dans la voiture d'à côté, il y a un septuple champion du monde qui s'appelle Lewis Hamilton. Non, là, maintenant, c'est terminé. Oui, avant, on pouvait avoir un doute. Maintenant, malheureusement, sur une course ou un week-end de Grand Prix, toi, ça fait 5 ans que t'es là, que tu connais toute la bagnole, que tu connais tous les ingés, toutes les procédures, etc. Tu te fais rouler dessus par un gamin qui a une taille de chaussure plus petite, qui se met de la glace sur les épaules parce que le baquet est trop petit pour lui, et tu te fais ridiculiser par un gars qui découvre la voiture en 3 jours. Non. Là, maintenant, terminé. Ras-le-bol, là, d'avoir un Valtteri Bottas version 5.0 en Australie en 2021. Non, terminé. Stop. Il y avait un esprit combatif, il l'a eu, on a ça à lui reconnaître au moins, mais là, depuis, il l'a pas gardé jusqu'au bout de la saison, terminé. Stop. Non, stop. Quatrième réaction, on va parler de Charles Leclerc. Charles Leclerc, me diriez-vous, est devenu pâtissier. Ah oui, il est devenu gourmand, les gars. Il est devenu gourmand, il aime bien les belles religieuses au chocolat, frérot. Gourmand, très gourmand d'aller taper le frein comme il l'a fait au virage 4. Et il y a eu un peu de gourmandise. La semaine dernière déjà, Vettel en parlait, disait « Ah, Charles, il est un petit peu trop agressif, c'est compliqué, ça peut mal se terminer ». La preuve en est que là, ça s'est mal terminé, malheureusement. L'attaque en elle-même de Charles Leclerc sur ce virage 4 est parfaite. Elle est bien construite, il n'y a pas de problème. L'idée est là, machin, ok. L'exécution de la manœuvre est pas bien terminée. La finition de la manœuvre, bah c'est là où ça pêche. Le frein qui va pas, peut-être que les freins sont pas assez bien en température, peut-être que les pneus sont pas assez bien en température, peut-être il y a un petit peu d'agressivité alors que Verstappen, elle l'a dit en interview, je comprends pas, entre les Perez, les Bottas, les Leclerc, ils étaient tous super agressifs, j'ai pas compris. Pour que Verstappen dise ça, gros, attends, on est en 2020, je comprends, tu vois, mais pour que Verstappen disent ça, c'est le culot quand même. Hein. Bon, Leclerc tape malencontreusement un Perez qui prend sa trajectoire parce que bah il a personne à côté de lui et que Charles Leclerc est 100% responsable de cet accrochage, ça c'est sûr et certain. Verstappen qui essaie d'éviter tout le monde par l'extérieur et puis bon, à un moment donné, Perez se retrouve dans son angle mort, donc il n'arrive pas à bien le situer, il va prendre un peu large. L'asphalte qui est de la même couleur que les graviers, hop, les graviers, tout droit, le mur, bisous, au revoir. C'est un sacré événement de course quand même ce virage 4, mais bon bah c'est comme ça, hein, les frérots, c'est des choses qui arrivent. C'est aussi en partie, on va dire, causé par le beau gros patinage que nous fait ce cher Valtteri Bottas dans le virage 2, ce qui fait que bah, y a un paquet qui arrive sur la piste au virage 4. C'est vraiment dommage de faire une très très belle qualif comme il a fait et de jeter la course à la poubelle dès le 4e virage. C'est voilà, bon, 3 places de pénalité sur la grille à Abu Dhabi, c'est assez fair play, c'est bien payé, il y a pas, ni trop ni pas assez, c'est juste ce qu'il faut. Il est pas parfait, Charles Leclerc, il est pas parfait. Il fait des erreurs une fois de temps en temps, c'est normal, on peut pas lui en vouloir pour ça. Attention que ça ne devienne pas des erreurs récurrentes. Voilà, normalement ça devrait aller, on peut lui faire confiance. 5e et dernière réaction, mesdames, messieurs, on va parler du circuit. Eh oui, on va parler du circuit, de ce tracé de l'outer track, donc la boucle extérieure de ce circuit de Bahreïn. Bah écoute, nickel, parfait. Je comprends pas pourquoi on roule sur le circuit qu'on roule depuis 2004 ou quelque chose comme ça. Non, je milite pour que l'année prochaine, Bahreïn accueille, se fasse sur l'outer track et non pas sur le circuit qu'on a d'habitude de la semaine dernière. On a eu de la bataille, on a eu des dépassements, il manque peut-être une dernière zone de DRS,
sur la ligne droite de retour. Alors du coup, bon, le tracé en lui-même est pas giga intéressant, on va être d'accord, mais il lui permet de procurer de beaux freins, de belles zones de dépassement, des enroulés par l'extérieur au virage 4, pareil sur le virage 6, 7, 8. On a eu une belle dégradation des pneus, il y a eu les deux stratégies, donc stratégie à un arrêt, stratégie à deux arrêts qui ont fonctionné les deux, où la perfo était à peu près équivalente. Stratégie à un arrêt, ça a été un petit peu plus poussé entre guillemets du fait qu'il y a eu une safety car sur la fin de course et que du coup ça a aidé un petit peu les stratégies à un arrêt, mais dans l'ensemble il y avait le choix, il y avait de quoi faire sa propre mayonnaise, et donc franchement très très content de ce circuit. Pour le coup là je me suis pas ennuyé, vraiment j'ai passé un super moment, vraiment. Je dis pas qu'il faut que des circuits comme ça, mais un comme ça pour le coup ça peut être intéressant, parce que même s'il ressemble pas à grand chose, en vrai, je trouve ça pas mal. Allez, deux petits bonus très rapidement. Le premier, c'est un grand bravo à Sébastien Ogier et Julien Ingrassia, qui sont donc devenus septuples champions du monde des rallyes WRC. Donc, bravo à eux. Voilà, ça c'est fait. Encore une fois, en termes de rallye, la France, RPZ, frérot, on est vraiment des cracks. Bravo à Mick Schumacher. Mick Schumacher qui a remporté son titre en F2 malgré une giga bourde le vendredi en qualif. Ça aurait pu être beaucoup plus compliqué, mais il nous a sorti une course principale vraiment très très bonne, des dépassements, vraiment là où il a fait le boulot comme il fallait le faire. Il a fait une saison d'ailleurs qui est vraiment assez remarquable pour Schumacher, donc vraiment très très cool. L'année prochaine en F1 avec Haas, je sais pas si c'est un cadeau, mais bon voilà. En tout cas, bravo à Mick Schumacher, c'est amplement mérité. Voilà, c'est tout pour mes réactions. J'attends vos réactions dans les commentaires sur ce Grand Prix de Sakhir. Franchement, j'ai pas tout couvert comme d'habitude, hein. Je couvre que ce qui moi m'intéresse, mais j'attends avec impatience vos réactions évidemment dans les commentaires. On se retrouve la semaine prochaine. Abu Dhabi, dernier Fast 5 de la saison. En attendant, portez-vous bien. Ciao ciao.